Your engines. Vive Daytona! Un dimanche après-midi du mois de mai, il est 14h30 et un nouvel Indy 500 vient de se dérouler. Une chose à faire maintenant, rentrer. Et écoutez la symphonie de klaxons des automobilistes rebroussant chemin. Une marée humaine, 350 000 personnes se pressent dans les souterrains qui relient le circuit d'Indianapolis aux rues avoisinantes. Le parcours le plus court peut devenir une croisade. Le plus étonnant, c'est que la plupart de ces automobilistes reviendront l'année prochaine. Une course superbe. Ça fait 7 fois d'affilée que je viens. Et je viendrai tous les ans jusqu'à ce que je mange des pissenlits par la racine. Malgré de nombreux changements sur son organisation, l'Indy 500 est l'une des plus anciennes courses automobiles. L'un des plus grands événements du sport automobile mondial. Et l'un des week-ends de fête le plus fou. L'ambiance, la foule, retrouvez-les pendant 1 heure en nous accompagnant dans la course d'endurance la plus délirante du monde. Où le spectacle et le danger font bon ménage pour un week-end où tous les excès sont permis. Regardez, c'est notre rituel. Chaque année, on s'allonge dans le ruisseau et on verse le contenu de la glacière. Ça prouve qu'on est de vrais fans. Les 500 miles d'Indianapolis sont propices à toutes les folies. Et on va vous le prouver. Comme pour toutes les bonnes histoires, commençons par le commencement. Nous sommes samedi matin. Contempler la ligne droite du circuit d'Indianapolis donne une sensation de gigantisme. Les tribunes l'abordent sur 1600 mètres. Les armatures métalliques des gradins se dressent comme des cathédrales de métal. C'est immense, vertigineux. Rien que de les voir, on en a déjà des frissons. C'est très impressionnant, je n'en crois pas mes yeux. J'ai hâte que ça commence. Si vous êtes un amateur de défis technologiques, ce circuit va vous plaire. Le tracé et la largeur de la piste n'avaient pas évolué depuis sa construction, et ça remonte à 1909. Cette année-là, se disputaient les premiers 500 miles d'Indianapolis à une vitesse moyenne de 118 km/h. Si tu tournais la tête, tes lunettes s'envolaient. Aujourd'hui, même le pace car roule plus vite. On est monté jusqu'à 210 km/h, je me suis dit, oh mon Dieu, on va mourir, c'était génial. C'est vraiment un truc à faire. On va suivre la trajectoire que prennent les voitures de course. Vous voyez, la piste est plus sombre à cause de la gomme qu'elle laisse dans les virages. Les pilotes prennent le virage à la corde, comme ça. Ils restent à l'intérieur jusqu'à la sortie de la courbe et ils reprennent l'extérieur dès l'entrée en ligne droite.
On passe au plus près du mur et on s'engage dans la ligne droite. La vitesse ici peut approcher les 370 km/h. On ne ralentit pas dans les courbes. On garde le pied au plancher. Si on prend la bonne trajectoire, ça passe. Comme les virages sont relevés, la voiture suit sans problème. Jay Leno est en train de nous rattraper avec son pace car officiel. C'est impressionnant. Ça va vraiment très vite. C'est fantastique. Incroyable la façon dont on prend les virages, toujours le pied au plancher. C'est assez difficile à croire qu'on peut dérouler tout le circuit à fond sans lâcher la pédale d'accélérateur. Mais les formules Indy sont faites pour ça. Les gens me demandent comment vous faites. Je leur réponds, c'est une question de volonté. Il faut vraiment le vouloir pour monter à une telle vitesse. Tous les véhicules d'Indianapolis ne roulent pas aussi vite. Le rythme de la matinée du samedi est même plutôt lent. Mais ce qui va ensuite se passer sur la piste est une toute autre affaire. La presse est là, le public aussi, les mécanos, tout le monde s'active. Les écuries se préparent. On y a passé pas mal de journées de 14 heures. Ça a demandé quelques sacrifices. Tout d'abord, changer les rapports de boîte. Les mécaniciens décident à la dernière minute de revenir sur leur position prise il y a 2 semaines. On a décidé de changer les rapports pour mieux s'adapter aux conditions de course. Un seul problème, aucun essai ne peut être effectué avant le départ de la course. Demain, vers midi, ils sauront si leur choix a été judicieux ou non. J'espère que ça nous conduira sur le podium. Le seul à ne pas s'inquiéter de ces détails techniques est le pilote de l'écurie, Jared Schroeder. D'ailleurs, aucun pilote ne se trouve dans les stands à cet instant. Ils sont tous dans le centre-ville, à la rencontre des fans pour quelques séances de relations publiques. Le but n'est pas forcément de se montrer, mais de montrer ses sponsors. Et le responsable des relations publiques d'une écurie est aussi important que le chef mécano. Je m'occupe de tout, des ventes aux relations publiques en passant par « Où est Eddie ?» Je passe d'ailleurs le plus clair de mon temps à lui courir après. Pour information, Eddie est Eddie Shiver. Ce champion en titre doit s'acquitter d'un peu plus de relations publiques que ses concurrents. Vous assistez en ce moment au bouquet final de 2 semaines de festivités appelées Festival 500, qui inclut un semi-marathon et un défilé de mode. La parade parcourt un trajet de 2,5 miles, soit la longueur d'un tour du circuit d'Indianapolis. On vient de North Tonawanda, dans l'État de New York, entre Buffalo et les chutes de Niagara. On vient voir la parade depuis 20 ans et j'ai dû assister à 35 courses. C'est le défilé le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Un point c'est tout, c'est fantastique. Le festival d'Indianapolis entame le compte à rebours avant le départ de la course depuis plus de 40 ans. De nombreux personnages célèbres sont choisis chaque année pour présider la parade. Je vis en Croatie et là-bas tout le monde connaît les 500 miles d'Indianapolis. C'est si populaire que ça? Ah oui, bien sûr. Les enfants, quel est votre pilote préféré? Le membre le plus visible de la presse n'est pas un journaliste. C'est le Spirit of Akron. On peut considérer que c'est un support pour caméra de 70 mètres de long et rempli de 7000 mètres cubes d'hélium. Nous sommes équipés d'une caméra extérieure montée sur un stabilisateur gyroscopique. De cette façon, le dirigeable peut prendre n'importe quelle direction et la caméra reste toujours stable et ne ressent aucune secousse. Elle est manipulée par un cadreur à bord grâce à 2 manettes, un peu comme un jeu vidéo. Pendant ce temps, autour du circuit, les équipes de télévision préparent leur matériel. Je suis de la chaîne ABC Sport. On m'appelle le Dog parce qu'il faut vraiment s'aboyer dessus pour s'entendre.
Je viens chaque année. On va calculer le temps qu'il faut pour marcher d'un bout à l'autre pour que tout soit carré dès demain. On fait 2 ou 3 répétitions aujourd'hui et 2 ou 3 autres demain pour être sûr de notre coup. En général, on suit le planning pendant 30 secondes et ensuite on peut le jeter parce qu'il faut s'adapter. C'est le début de l'après-midi. L'ambiance autour du circuit est à la décontraction. Allez, souriez. Pour les fans, cet après-midi torride de mai est synonyme de bain de soleil. Et les hommes ne sont pas les seuls à opter pour une tenue aérée, pour le plus grand bonheur de tous. Ça vous ennuie si je vous accompagne? Je suis mariée. Moi aussi, regardez. Et alors? Ça n'empêche pas de s'amuser. Sa femme lui bouffe la vie. Ah, désolé. Je ne fais que dans les pilotes. Ce qui me plaît, ce sont ces traces de bronzage. Qu'est-ce qu'elles ont? Justement, elle n'en a pas. Depuis maintenant 2 semaines, la 16e rue qui se situe au sud du circuit ressemble plus à un souk qu'à une artère principale. On y trouve de tout, du t-shirt au clignotant. Entre 2 tentes plantées ici et là, vous pourrez acheter n'importe quel produit dérivé de la course. Combien tu en veux? Au programme des ventes du jour, des places pour la course bien sûr. Mais les clients sont difficiles. Certains marchandent, d'autres s'arrêtent et repartent. La vente de billets n'est pas un commerce facile. Ils font souvent ça. Oh, elle va revenir, vous pouvez me croire. À chaque fois, ils veulent connaître le prix et une fois qu'ils l'ont, ils repartent. Je n'ai même pas eu le temps de le lui dire. Tiens, la revoilà. Combien vous en voulez? 4 avec accès au paddock. Vous avez fait une bonne affaire? Oui, je crois qu'on s'en est bien tiré. Bonne journée. Puisqu'on n'arrive pas à vendre ce soir, on devra essayer de le refourguer demain matin et ce sera encore plus difficile. Il existe de nombreux phénomènes accompagnant la course nationale ou internationale. Mais l'un d'eux sort de l'ordinaire par rapport aux autres. C'est un phénomène poussé à son extrême à l'occasion des 500 miles d'Indianapolis. Si vous y avez déjà assisté, vous l'aurez forcément remarqué. Ça se passe sur Georgetown Road, et si vous cherchez un mot pour décrire cette activité pratiquée sur cette route et la 16e rue, ce serait le bordel. Indianapolis, c'est le pied. On s'éclate vraiment. Il n'y a rien de mieux, c'est du vrai spectacle. C'est la plus grande course du monde. C'est extraordinaire. On ne peut pas faire mieux. Ah, ni plus ni moins. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous venez chaque année de Philadelphie? Ça fait 5 fois qu'on vient, c'est inimitable, c'est le plus grand spectacle du monde. C'est génial. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez vue ici? La plus étrange? Oui, la plus étrange. J'ai vu un type se promener avec un squelette de chien. Quand le soleil se couche, Georgetown Road s'illumine. Les 500 miles d'Indianapolis ont coûté la vie à de nombreux pilotes. Parmi eux, Scott Brayton, un homme au palmarès extraordinaire. Sa carrière en Formule Indy commença en 1981. Il trouva la mort le 17 mai 1996 à la suite d'un accident lors d'une séance d'essai. Je suis très touché de recevoir ce trophée pour mon retour sur le circuit après mon accident. Après des mois de souffrance et de convalescence, c'est bon d'avoir du soutien. C'est bon de se souvenir de ces 5 minutes de gloire que l'on ressent après les qualifications ou au départ de la course. Eliseo Salazar, le seul pilote chilien en Formule Indy, a été le premier à recevoir le trophée Scott Brayton. Il récompense une fois par an le pilote ayant fait preuve du meilleur esprit sportif. C'est également une façon de se souvenir que le circuit d'Indianapolis s'est parfois avéré bien cruel. Un accident peut survenir en un clin d'œil, l'accident peut survenir et l'impensable devient réalité. La presse du monde entier se dispute les premiers rangs de ce genre de remise de prix où la bravoure des pilotes face au danger d'une course particulièrement exigeante est récompensée. Je suis photographe pour la presse People et les sports mécaniques. Je suis journaliste pour la presse automoto suédoise. Pour tout reportage, le temps est un élément crucial.
mais plus particulièrement pour la presse internationale en raison du décalage horaire entre Indianapolis et Stockholm, par exemple. Quel que soit l'heure locale, il faut que l'article et les photos soient envoyés avant 23 heures. 23 heures, heure de Stockholm, bien sûr. Et comme il faut compter 6 heures de décalage horaire, ça ne nous laisse vraiment pas beaucoup de marge. Mais si une histoire a su captiver l'attention des fans et des médias, c'est bien celle de Robbie McGee. La démonstration d'une passion née dès l'enfance. Un jour, ma femme et moi, nous avons entrepris de faire du tri à la cave. Comme tous les parents, nous avions gardé toutes les affaires de notre fils. Mais comme il était parti depuis longtemps de la maison, nous voulions faire un peu de place et nous débarrasser de 2 ou 3 cartons. Un soir, Janet m'a dit « Viens vite voir ». C'était une rédaction sur le sujet « Quand je serai grand », écrite alors par Robbie. Il avait 8 ans. On y lit « Quand je serai grand, je serai pilote à Indianapolis. J'irai à plus de 300 km/h. Mes pilotes préférés sont Hadji Foyt et John Rutherford. J'aurai une voiture noire. » En décembre 1998, Robbie part faire des essais à Houston en compagnie d'Hadji Foyt. L'année suivante, il courait en Formule Indy au volant d'une voiture noire. C'était le plus grand projet de ma vie. J'étais loin d'imaginer tout ce que ça impliquerait. J'ai entendu dire par des pilotes qu'on ne pouvait même pas respirer dans la ligne droite à cause des vapeurs de méthanol. Mais les histoires les plus étonnantes à Indianapolis ne sont pas celles d'enfants qui ont réussi à exaucer leurs rêves. Nous avons atterri, nous sommes descendus de l'avion et il a embrassé le sol. En sortant du musée d'Indianapolis, juste là, il s'est agenouillé et il a embrassé le sol. Il est même remonté avec de l'herbe entre les dents. Merci, mon Dieu, de m'avoir conduit ici. Même pour les employés périodiques travaillant en pleine rue, les 500 miles d'Indianapolis sont l'expérience d'une vie. Aujourd'hui, je représente MBNA, c'est une société de cartes de crédit et j'ai été engagée pour une durée de 3 jours. Et j'espère pouvoir, grâce à ce job, commencer en tant que commercial. Du côté des stands, les choses sérieuses commencent. Les réserves d'essence sont remplies et scellées par les officiels. Le circuit d'Indianapolis est différent des autres. Nulle part ailleurs, des milliers de fans ne sont installés à si courte distance de milliers de litres de méthanol. Toutes les précautions sont donc prises. Nous n'avons eu à déplorer aucun départ d'incendie dans les stands depuis plus de 30 ans. Une des précautions pour la prévention des incendies a été de sceller les réservoirs au sol. Ça a été fait pour éviter de générer de l'électricité statique. Toutes les écuries ont intérêt à suivre de près les niveaux des cuves, mais Pennzoil Racing probablement plus que les autres. 15 fois en 83 ans, le pilote de tête avec 10 tours restants a finalement perdu la première place. Scott Goodyear, le pilote Pennzoil, détient le triste record d'avoir été le seul homme victime 2 fois de cette mésaventure. Cette fois, chaque petit détail qui pourrait l'empêcher de parcourir la totalité des 500 miles va être scrupuleusement vérifié. Malgré une atmosphère détendue, la précision des mesures est un élément crucial. Si on trouve encore le moyen de tomber en panne sèche, on va passer pour des minables. Il n'y a pas de place pour les amateurs dans une course réputée être la plus grande du monde. Toute l'après-midi, les festivités restent la principale occupation des spectateurs. Des cartes aux jeux vidéo, en passant par les pauses en tenue de pilote ou par un changement de pneus, tout est fait pour offrir aux fans et surtout aux plus jeunes une occasion de s'amuser dans l'univers très sérieux du sport automobile. – 17h. Les préparatifs touchent à leur fin. La journée aura été longue. On ne va pas se plaindre, au moins le terrain est plat. Attends, je vérifie. 23 secondes, il a des chances de remporter la course. Il reste juste le temps d'achever les derniers reportages. Ok, merci. Allez, à bientôt. Et je n'ai pas encore obtenu ce qu'on peut appeler un scoop, juste quelques infos. C'est ce que tout le monde va vous dire.
Ici, la tension commence à devenir palpable. Après 22 ans de métier en tant que photographe, je ne me lasse pas de venir ici. Le samedi soir, c'est le moment idéal pour rencontrer tout le monde, leur souhaiter bonne chance et leur donner rendez-vous le lendemain sur le podium. Quand les 33 voitures vont s'engager sur la grande ligne droite et vont s'engager dans le premier virage, on retient son souffle parce que les 2 premiers tours sont les plus risqués. J'ai mis un haut, j'ai arrêté la bière. Ça devient sérieux maintenant. La zone commence à se vider, on va pouvoir fermer. Reçu, bon boulot. Vous avez besoin de nous ailleurs ? Je vous dis ça dans 2 secondes. On a encore quelques secteurs à évacuer tout autour du circuit. Il paraît qu'il y a une exhibitionniste. C'est génial. On se promène tranquillement dans la rue et on tombe sur des filles qui vous montrent leur sein. C'est ça qui nous fait venir. Mais malheureusement, c'est une espèce en voie de disparition. « 15 heures avant le départ, la ville est toujours animée de nombreuses fêtes et d'attractions. Les endroits où vous irez dépendront de votre rang, car bien sûr, certaines soirées sont réservées à... vous savez qui. Pour ceux qui ne sont jamais venus aux 500 miles d'Indianapolis, vous allez vivre quelque chose d'unique demain. Le discours de Lincoln sera lu par Lou Wood. Ce qu'il nous faut démontrer, c'est que ces morts ne sont pas morts en vain et que cette nation, avec la grâce de Dieu, connaisse la renaissance de la paix. Nous allons marcher le long de Gasoline Alley, aller jusqu'à la grille, monter dans nos voitures, devant vous et devant tous les spectateurs, et vos cœurs feront. Et vous vous direz, ça y est, je suis à Indianapolis, je peux mourir. Nous sommes là depuis mardi. Nous avons fait un gros travail promotionnel, on a beaucoup tergiversé et maintenant le stress s'installe avant le moment crucial de demain. Demain, je vais prendre le départ aux côtés de 32 de mes meilleurs amis. Nous allons rouler à plus de 300 km/h et à la fin vers un seul et même objectif. Le problème avec Scott, c'est qu'il a été vacciné avec une aiguille à phono. Chaque virage est un piège et à chaque fois qu'on approche de l'un d'eux, on doit se concentrer au maximum. On a commencé à 16 heures et on va en avoir encore pour une bonne demi-heure. On a gonflé pas moins de 30 000 ballons. Je pense qu'on devrait les lâcher demain entre 11h et midi. Voici un aperçu du circuit que peu de fans ont eu l'occasion de contempler. Traverser les installations la nuit vous plonge dans l'irréel. Et c'est dans ce calme presque inconcevable que l'immensité du lieu se révèle, même aux yeux des plus aguerris. Mais certains trouveraient cette promenade ésotérique. Tout le monde ne peut pourtant apprécier la poésie du circuit d'Indianapolis by Night.
ceux qui ont trop à faire pour contempler ce paysage. Je viens d'arriver sur le circuit et je n'ai jamais vu autant de personnes en état d'ébriété de ma vie. C'est de la folie, les rues deviennent incontrôlables maintenant. On est censé se retrouver entre 3 et 4 heures dans les stands, mais je suis venu en avance parce qu'on a des trucs à faire sur la voiture. Il faut qu'on soit sûr que tout va bien, que tous les détails sont réglés. Le problème, c'est que toutes les portes sont fermées et on m'a dit que j'allais recevoir une amende si j'escaladais les grilles. En fait, ça ne m'étonne pas avec tout ce qui se passe dehors ce soir. Les gens sont fous et ça va m'amuser d'essayer d'entrer quand même sans me faire prendre. Vous avez déjà vu ça ailleurs? Pas dans une chambre d'hôtel en tout cas. Je suis Jamie Creamer du Canada. Vous êtes tous formidables, je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. C'est un barbecue géant qu'on a fabriqué juste pour l'occasion. Et là, j'ai du porc en train de cuire dedans. Et en plus, on a la lumière et le sifflet. On a deux catégories de personnes, les pousseurs et les coureurs. Les coureurs sont ceux qui se mettent à foncer dès que les portes s'ouvrent. Et les pousseurs sont ceux qui propulsent nos chariots. On en a un pour la glacière. Et on en a un autre prévu pour servir le barbecue, pour faire cuire des chicken wings à la braise. Ça fait 54 ans que je travaille ici. J'ai commencé en 1946. Je me suis fait des amis dans le monde entier. Et je suis un passionné de course automobile. Mon fils ne rate pas une édition. Il vient tous les ans. Il assiste à la course depuis qu'il a 8 ans. Il travaille avec moi depuis 20 ans. Randy, toute la semaine, on t'a entendu dire qu'il y avait de grandes chances qu'il pleuve aujourd'hui. Oui, effectivement, vendredi, j'ai annoncé qu'il pleuvrait après la course et je maintiens ce que j'ai dit. Je fais mon office ici depuis 1959. Je viens ici et je célèbre une messe tous les jours sur le circuit. Un de nos paroissiens vient juste de confectionner cette étole. On y retrouve la fleur et l'oiseau national de l'Illinois et puis une formule Indy pour symboliser tout ce que représente le circuit et tout ce que représente notre communauté Saint-Christophe. Parfois, il faut improviser. Ma copine est dans un piteux état. Elle est là-bas. Elle dort encore. Et là, ce type est inconnu au bataillon. Je crois qu'il a tout simplement décidé de squatter près de notre feu. Quel est le menu au petit déjeuner aujourd'hui? De la bière. Et peut-être quelques donuts. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se prépare pour la course. Et ça va être génial, je suis hyper contente.
Avec tous ces ballons, j'ai mal aux doigts. On peut vous montrer nos ampoules? 3, 2, 1, c'est à toi, Mike, vas-y. Il y a de plus en plus de monde et il sera bientôt impossible de trouver des combines et des raccourcis. Nous, on escorte les personnalités et les groupes jusqu'au circuit. C'est assez grisant parce qu'on prend une vingtaine de voitures à la fois avec un agent en tête de cortège et un en queue. Cela permet à certaines personnes d'arriver au circuit plus rapidement. Voici le circuit d'Indianapolis, véritable lieu de naissance de la course Indianapolis 500 fondée en 1912. Speedway City se voulait un hommage au temps moderne. Une ville entièrement dévouée aux moteurs en tout genre. Son fondateur, Carl Fisher, disait « Nous sommes dans une ère où tout va plus vite et le cheval n'est plus à la hauteur ». Les jours de la course regroupent des milliers et des milliers de fans qui donneraient leur royaume pour un cheval ou une bicyclette. Ou même une paire de rollers. Peu importe, du moment que cela permette de passer à travers le barrage de voitures qui fait du plus petit trajet vers le circuit un marathon de 3 heures. Chaque année, en mai, les 263 hectares du circuit d'Indianapolis deviennent la deuxième ville la plus peuplée d'Indiana. C'est indescriptible. Il faut le voir pour le croire. Il y a une foule immense et tout le monde est excité à l'idée d'assister à la plus grande course automobile du monde. Si vous n'êtes jamais venu, il faut remédier à cela. Programme souvenir officiel avec la grille de départ incluse. Achetez une copie du journal d'Indianapolis pour seulement $1. Vive Indianapolis! Qu'est-ce que vous disiez? Un sac de sport gratuit pour une inscription chez Mastercard? Je suis venu ici pour ma première course en 1973 avec mon père. C'est un peu comme la finale du Super Bowl, la finale NBA et la finale de la Coupe du Monde réunies. C'est vraiment incontournable et je voulais partager ce moment avec mon fils. Il y a un moyen imparable de reconnaître ceux qui sont nés à Indy de ceux qui viennent d'autres villes. Il suffit de les entendre parler d'Indy. Les non-initiés parleront du Speedway, alors que les vieux de la vieille diront le Brickyard, littéralement l'usine à briques, car en 1911, le circuit était entièrement en briques. Et pour la petite anecdote, il y a encore 3 millions de briques sous l'asphalte. Et si vous avez grandi dans les parages, vous direz simplement le circuit, le seul et l'unique. Derrière ce mur, il y a 6 hommes, un pour chaque pneu, un pour le carburant et un pour le cric à air comprimé. Chaque préposé au pneu arrive avec dans une main un pistolet à air comprimé pesant 9 kg. Et dans l'autre main, il porte le pneu qui pèse entre 9 et 13 kg pour l'avant et 13 et 23 kg pour l'arrière. J'observe le pilote quand il entre dans la voie des stands. Et théoriquement, dès que je peux, dès qu'il s'arrête au stand, je me mets à ma place derrière la voiture et les autres gars font marcher leur pistolet à air comprimé. Je ne suis pas inquiet. Je suis assez calme et j'attends simplement que ça commence. Et là, la fête commence. Ne cherchez pas A.J. Foyt, je crois qu'il l'a mangé. Il s'est cassé la cheville en mars, il s'est rétabli mais il ne pouvait toujours pas marcher jusqu'au circuit. Il a dit que rien ne l'arrêtait, alors on a pensé à ça. Elle n'a pas trouvé plus court? Ah, c'est sympa, très sympa ça. Vous ne croyez pas qu'il devrait y avoir une loi contre ça? Gasoline Alley, 90 minutes avant le départ de la course. Cette scène est tellement classique pour les pilotes qu'ils ont un terme bien particulier pour en parler. Il s'agit des fans de la première heure, les knucklers, en référence aux jointures des doigts dépassant du grillage. Ils sont toujours là. Il y a bien un moment où l'on se demande s'il faut ou non planter un micro en direct devant quelqu'un. Oui, on a déjà rencontré ce problème. Oui, on a été confronté à ce dilemme. Oui, c'est vrai. Oui, on a rencontré ce problème cette semaine avec Eddie Cheever. Écoute ça. Tu sais, l'année dernière, quand tu étais en tête du championnat Indy, j'attendais qu'une chose, c'est que l'Asier t'envoie direct dans le mur.
C'est notre 3e année aux 500 miles d'Indianapolis. On participe également au Brickyard 400. Tous les fonds que nous récoltons iront à l'association Backstreet Mission et plus particulièrement pour une œuvre chrétienne qui s'occupe des sans-abri. Ma fille fait partie des majorettes de Beach Grove et nous venons ici pour récolter de l'argent pour financer leur camp cet été. Comment expliquez-vous que les majorettes vendent de la bière? Eh bien, ce n'est pas le cas, elles vendent des boissons gazeuses. Les pères vendent de la bière. L'heure du départ est imminente. Voici les premières vibrations du timbre de Tom Carnegie. C'est la voix de Lindy. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est formidable. C'est comme dans un théâtre géant avec de nombreux acteurs sur scène. Et mon rôle est de les présenter, de raconter leur histoire, d'être le témoin de leur joie et de leur déception. Il y a des pilotes, des patrons d'écurie, des sponsors, la police bien sûr. Tous ces ingrédients s'entremêlent pour donner la plus grande course au monde. Et moi je suis au milieu de tout ça, avec mon équipe. Nous sommes venus avec une étudiante japonaise que nous hébergeons pour l'été et elle est venue avec une amie. Elle a un faible pour le pilote japonais Matsuda. C'est un véritable melting pot de couleurs, de joie et d'espoir. Nous sommes à moins d'1 heure du départ. L'histoire est en marche. Depuis qu'elle existe, les cérémonies d'avant-course ont très peu changé. Et bien que le spectacle soit le même depuis des dizaines d'années et qu'il soit connu par des millions de spectateurs autour de la planète, il est toujours aussi rafraîchissant et rend l'attente encore plus insoutenable. Mais pour garder la magie du début jusqu'à la fin, il faut savoir faire preuve d'une efficacité quasi militaire. Ils ont un scénario précis pour tout le programme. Ils suivront ce scénario à partir de l'invocation jusqu'à l'hymne national. Tout est bien minuté. Et 2 ou 3 minutes avant, ils donneront leur temps à l'avion de tête. Et après, ils diront 2 minutes au 4e top. 2 minutes. Et à cet instant précis, chacun réglera l'horloge de son avion et ils seront tous exactement à 2 minutes pour faire leur passage. Oh, we can hear. Yeah. Oh, wow. Oh, my goodness. My ears. J'ai l'impression que mes tympans vont exploser. On a décollé de l'aéroport international, on a volé pendant un petit moment, puis on est rentré en contact avec le B2 qui devait revenir. On a réglé nos horloges en gardant un contact avec l'équipe au sol du contrôle du circuit. On a fait en sorte de se régler sur la fin de la chanson. On a fait notre passage pour le spectacle. On allait à 300 nœuds. À quelle altitude? 300 mètres. 300 nœuds en kilomètres, ça fait combien? Ça fait environ 550-600 km/h. C'est un formidable moment chargé d'émotions. Messieurs, faites rugir vos moteurs. L'heure n'est plus aux préliminaires. La course va commencer. Vont-ils partir? Attention au départ. Jim Postal. Et le Pescar se retire.
Le départ de la course est différent de ce que j'avais imaginé. Différent parce qu'il y a eu beaucoup de turbulences dans le premier tour et il fallait faire très attention. Mais cela ne s'est pas aussi mal passé que ce que m'avaient dit pas mal d'anciens. Je ne sais pas s'ils ont essayé de me faire peur. En tout cas, j'avais une bonne vision et je pouvais respirer sans problème. Le point négatif, c'était ces turbulences. Mais je m'étais préparé à les affronter avec précaution et c'est ce qui s'est passé. J'ai survécu au départ. Mais peu de temps après le départ, le mauvais sort s'abat sur la course. Un équipier de Robbie se fait renverser dans les stands. On nous a dit par radio qu'il était dans un état critique mais stable. J'espère que ça va aller. Souhaitons qu'il se remette vite. Robbie est au courant de ces informations et il continue la course. Le 500 est bien entendu une course de vitesse, mais c'est également une course d'endurance et ce dernier point a son importance. Il existe un adage selon lequel, pour finir premier, il faut d'abord finir. Dans cette course, l'usure, au même titre que la vitesse et la stratégie, est un ingrédient déterminant pour décrocher la victoire. C'est une course difficile, qui met les pilotes et l'équipement à rude épreuve. Sans parler des fans. Le soleil chaud du mois de mai invite à d'autres activités que la course. Pourquoi ne regardez-vous pas la course? Parce qu'on est fatigué. Ça fait des années que je fais ce boulot et j'en peux plus. Il fait toujours aussi chaud, vraiment. Ce qu'il y a de mieux pendant la course, c'est l'eau. Ce qu'il y a de mieux pendant la course, c'est d'être là. Ce qu'il y a de mieux pendant la course, ce sont les accidents. Où que vous soyez, la course est avec vous. Je pense qu'il en faudrait 2 fois plus. Beaucoup de spectateurs sur le circuit regardent de l'autre côté. Ce serait une bonne chose d'en mettre ici. On voit passer la voiture et puis on se retourne et on la suit sur tout le circuit. J'ai remarqué que vous ne regardiez même pas les voitures passer. Vous passez votre temps à regarder l'écran géant. Pourquoi? On a une bien meilleure vue et puis on voit tous les détails, tout ce qui se passe. Si c'est un accident à mon virage, dans ce cas-là, je me retourne et je regarde. Les numéros 14 et 51 sont en pleine action. Je m'occupe des arrêts au stand, j'essaye de prendre une photo de chaque équipier. S'ils le souhaitent, ils auront un souvenir de la course et sur ce qu'ils faisaient pendant la course. Toutes les photos prises pendant la course sont réunies dans un grand livre. Les gens peuvent y accéder et choisir celles qui leur plaisent. Il y a plusieurs années, un des pilotes dont je m'occupais est arrivé en 3e position. C'était un débutant et il est arrivé 3e. Il était tellement content, on aurait dit qu'il avait remporté la course. Pour le pilote, la pression est omniprésente. Si vous quittez la course prématurément, il faut remettre le repos à plus tard, car la presse internationale est toujours à l'affût. Cette année-là, Scott Goodyear fut le premier à affronter les questions des journalistes, une bielle de sa voiture ayant lâché. Vous pensiez pouvoir tenir jusqu'au bout et remporter cette course? Vous savez, il faut être présent pendant 190 tours. La voiture se comportait bien, je me suis bien tiré d'affaire et puis je ne sais pas. 1 à 1, les favoris sont forcés d'abandonner. J'ai l'impression que c'est la voiture numéro 20 qui a pris l'intérieur et qui lui a coupé la route. Et je crois que c'est Luyendijk qui a essayé de freiner. Et là, sa voiture a commencé à vibrer. Il a perdu le contrôle et est allé percuter le mur. Quelle est votre impression, sachant que c'est sa dernière course? Je trouve que c'est dommage parce qu'il courait vraiment très très bien aujourd'hui. Je veux rentrer chez moi, je suis complètement dégoûtée. J'aurais tant voulu qu'il gagne. Il était vraiment en bonne position. On lui a littéralement coupé la route. C'est pas sa faute. Il n'est pas responsable de cet accident. Responsable ou non, en 1000 morceaux ou seulement victime de quelques égratignures, tout le monde veut savoir ce qui s'est réellement passé. Pour les médias, la longue course à l'information a commencé. C'est le côté showbiz de la couverture médiatique et des coulisses de l'événement. Je suis un peu fatigué. Je suis ici depuis 4 heures du matin. J'ai mal aux pieds. Il fait très chaud. J'ai soif. Mais à part ça, je prends mon pied. C'est une journée formidable. La seconde chose qui m'est venue à l'esprit alors que j'allais à reculons dans le mur, c'était que j'allais percuter le mur ici. Et je me suis dit, bon sang, je n'arrive pas à y croire. Peu de temps après la levée du drapeau vert, un autre pilote allait devoir abandonner la course à cause d'un accident plutôt inattendu dans les stands. Et si Eddie Cheever se retrouve ici, c'est que ses efforts pour défendre son titre n'ont pas été récompensés. Vous moquez de moi là, non? À 10 tours de l'arrivée, un duel pour la première place se dessine. En coulisses, les préparatifs pour accueillir le vainqueur vont bon train.
Souvenez-vous, à 15 reprises dans l'histoire de la course, l'homme en tête au 190e tour n'a pas réussi à remporter la victoire. Et aujourd'hui, la voiture de tête pense manquer de carburant. Au rythme de 45 secondes par tour, dans quelques minutes, le vainqueur sera sur le podium. Il écrira un nouveau chapitre de l'histoire de la course automobile. Le podium monte jusqu'à 3 mètres, puis il fait une rotation à 360 degrés pour que tout le monde puisse saluer le vainqueur. Comme pour l'avant-course, le cérémonial des récompenses n'échappe pas à ces traditions. Mon rôle sur le podium est de donner le traditionnel baiser sur la joue au vainqueur. J'ai hâte d'y être. En ce moment même, ils sont en train de nettoyer le podium. Donc j'accompagnerai le vainqueur sur le podium, je l'embrasserai sur la joue après qu'il ait bu son traditionnel verre de lait. Moi, je suis là pour remettre au vainqueur la traditionnelle bouteille de lait des 500 d'Indianapolis. C'est Louis Meyer qui a institué cette tradition en 1933. À cette époque, la course durait toute une journée et il se trouve que le lait était sa boisson préférée. Et puis, Tony Holland trouvait que le lait apportait une image positive au circuit. Donc, grâce aux relations entre Ullman, George et l'industrie laitière, nous avons pu perpétuer cette tradition. Cela fait des années que nous remettons le trophée. Il porte le visage de tous les vainqueurs, il pèse environ 36 kilos et il est en argent fin massif. Et comme nous ne pouvons pas lui remettre le trophée à cause de son poids, il passe cette couronne autour du cou. C'est probablement un des plus grands moments dans la carrière d'un pilote. Il ne reste plus que 2 tours. Gordon est devant Kenny Brack à l'affût. Gordon abandonne. Kenny Brack est passé. Robbie Gordon, on n'avait pas imaginé qu'il arrive jusque-là. Kenny Brack est en tête et il ne reste plus qu'un tour. Les drapeaux à damier sont sortis et le trophée Bob Warner s'apprête à accueillir un nouveau nom et un nouveau visage. Pour Roger Chedrin, notre photographe suédois, c'est une très bonne nouvelle, car comme il l'espérait, son compatriote Kenny Brack est effectivement vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Chedrin a 1 heure pour transmettre la photo du pilote victorieux à Stockholm. En parlant de prédiction, Bobby, à 8 ans, avait écrit à la fin d'une rédaction « J'espère que je n'aurai pas d'accident ». Ses prières ont été entendues. Demain, au banquet de la victoire, on lui remettra le titre du meilleur rookie de l'année. Pour ce qui est de son coéquipier renversé, il retrouvera la santé au bout de quelques mois de rééducation. C'est allé au-delà de mes attentes. La plus grande surprise de la course a été la vitesse. J'avais du mal à croire qu'on allait si lentement. Pendant la semaine, on tourne autour de 350 km/h et le jour de la course, on se retrouve 15 km/h en dessous. Maintenant que la course est terminée, on ramène les voitures ici, on les surélève et on procède à une vérification complète similaire aux vérifications d'avant-course. Juste avant la course, les voitures passent au contrôle technique et quand elles reviennent, elles repassent au même contrôle technique. C'est une journée exténuante, même pour un ancien champion. La course Indy est réellement une course éprouvante. On a eu quelques problèmes de comportement avec la voiture de Buddy. On a pris 2 tours de retard. On a regagné un tour et puis on a été ralenti par le drapeau jaune. On a ensuite reperdu un tour qu'on a rattrapé et puis on a persévéré toute la journée pour terminer en 7e position. J'imagine que pour certains c'est un bon résultat, mais pour nous c'est un peu décevant. Les fans ont toujours ici le dernier mot. Ça ne dure pas assez longtemps. Je vais te dire ce qui va nous manquer. On attend juste un peu plus de pluie pour que des filles comme elle nous fassent un concours de t-shirts mouillés. Ah, ça va être terrible, vraiment. Le jury est déjà là pour noter leur performance. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est un tout petit peu plus de pluie, par pitié. Une tempête! Blague à part, les 500 miles d'Indianapolis est et sera toujours une expérience inoubliable. Mais qu'est-ce qui rend cet événement aussi incontournable génération après génération ? Je me souviendrai toujours, la première fois que je suis venu ici, c'était en 1955. J'étais encore enfant. Ça a beaucoup changé depuis. J'étais venu avec mon père. On s'est installé près du circuit. On regardait les voitures tourner. C'était fantastique, vraiment. Je n'avais jamais rien vu de pareil.
C'est un souvenir qui reste gravé. C'est comme si la moindre image, le moindre son restait gravé dans votre mémoire. C'est un spectacle dont on ne se lasse jamais. Les 500 miles d'Indianapolis sont plus qu'une course. Cette course existe depuis 1911. Elle a survécu à 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, beaucoup de récessions et pas mal de controverses. Plus qu'une course, c'est l'un des plus grands spectacles du monde. Au moment du départ de la course, quand les moteurs vrombissent, que les spectateurs chantent et dès que le drapeau s'abaisse, vous sentez un immense frisson qui semble durer des siècles. C'est véritablement l'un des plus grands spectacles qui soit. Tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie. C'est génial. Et c'est ce qu'ils disent tous.